Un coup de pêche, vous savez ce que c'est un endroit où on va pêcher. Alors, si on pêche la truite, le carnassier, etc., les coups, on les suit, on fait plusieurs coups à suivre, on prospecte toute une longueur de berge, enfin tout un parcours, en prospectant plusieurs coups. La pêche au coup, au singulier, on fait un coup, et on pêche les poissons blancs, c'est-à-dire les gardons, les brèmes, les tanches, les carpes, ça peut être des barbeaux, des hautus, si c'est en rivière, ou des chevènes, des choses comme ça. Des ablettes, ça peut être aussi, des rotangles, enfin voilà. Donc tous les poissons blancs, les cyprinidés globalement. Hein. Donc on fait un coup. Alors on fait un coup comment? On amorce. C'est-à-dire qu'on prépare ce qu'on va faire tout à l'heure, là. On mélange des farines, des chapelures, une composition élaborée qu'on va mouiller pour préparer une espèce de pâte. Et on va y ajouter des èches, souvent des èches animales, c'est-à-dire des asticots, des vers de terre, du fouillis, des vers de vase, des choses comme ça, qui sont susceptibles d'intéresser au plus haut point le poisson. Ça peut être aussi des graines, du maïs, des choses comme ça. Donc on prépare ce qu'on appelle une amorce, et on jette cette amorce pour attirer le poisson sur le coup. Et ensuite, on va pêcher à l'endroit où on a mis l'amorce, et où il devrait y avoir une concentration de poissons. Voilà le principe. Alors ça c'est le principe vu de loin. Maintenant vu de près, il faut le décrypter et l'appliquer au mieux possible. C'est-à-dire que l'amorce, il faut respecter un certain nombre de critères pour qu'elle soit le plus efficace possible. Ça on va rentrer dans les détails après. Et puis quand on va la mettre en place sur le coup, elle est censée concentrer le poisson. Si vous commencez à en mettre sur 10 mètres carrés, ça ne va pas concentrer. Si vous mettez ça sur grand comme le seau, oui, ça va concentrer le poisson. Si vous l'écartez entre la bagnole, l'arbre et moi, imaginez qu'il y ait 200 poissons, ça peut arriver, hein, même plus des fois. Voilà. S'ils sont répartis dans tout ça, ça va être moins facile d'en rencontrer un que si vous les mettez tous autour d'un machin comme le seau. Donc ça c'est un des premiers principes à avoir en tête. Quand vous faites un coup, vous devez concentrer le poisson. Alors concentrer le poisson, ça veut dire mettre l'amorce avec précision. Ça on verra comment on fait. La bonne amorce qui va travailler, qui va les attirer, qui va les intéresser, qui va faire qu'ils vont rester sur l'endroit. Donc la composition d'amorce, mais la façon de la mettre de façon très précise. Ça c'est très important. Alors, ensuite, il faudra être capable de pêcher avec précision sur cette amorce. Et puis, alors, je vais rappeler les principes qui sont communs à toutes les techniques de pêche et tous les types de pêche, que ce soit de la mouche, que ce soit du leurre, que ce soit de la pêche aux appâts naturels à la truite ou de la carpe ou quoi ou qu'est-ce. 1. On essaye de ne pas déranger le milieu et d'être le plus discret possible. 2. On choisit son coup. C'est-à-dire que si c'est un endroit où jamais il y a un poisson qui passe, vous pouvez bien mettre la meilleure amorce du monde, jamais vous aurez un poisson dessus. D'accord? Bon là, moi je me suis fié à vos connaissances de l'étang, et on a choisi un endroit qui apparemment est propice. Déjà à exploration, c'est-à-dire en sondant, on voit qu'il y a 2 mètres et quelques d'eau. C'est des profondeurs qui sont déjà propices parce que c'est pas trop profond. Il faut savoir que l'été, dans pas mal de plans d'eau, quand on dépasse les 3 mètres, il y a une eutrophisation et un manque d'oxygène. Surtout avec les températures chaudes qu'on a eues les derniers temps, et des fois c'est pas toujours terrible. Et on n'est pas non plus dans des profondeurs inférieures à 1 mètre où des fois le poisson ne tient pas, quoi. Parce qu'il y a trop de luminosité, parce que ça chauffe trop, etc. Donc on est déjà dans des dispositions qui sont favorables. Mais rappelez-vous de ça,
à toutes les pêches, repérage du poste où peuvent se tenir les poissons, première chose. Ensuite, on se positionne par rapport à cet endroit. Bon, en pêche au cou, c'est relativement facile. Se positionner, ça veut dire se mettre sur un endroit où la berge est assez facile pour s'installer. Et après, on agit. Hein. Bon, voilà. Alors, on va revenir à l'amorce. Donc là, pour gagner un peu de temps, on a déjà préparé une amorce pour pêcher à la grande canne, puisque là, ce matin, aujourd'hui, il s'agit d'aborder principalement deux techniques de pêche au cou. La technique à la grande canne, donc je rentrerai dans les détails après, et technique à l'anglaise qui permet de pêcher à des distances variables de 15 mètres jusqu'à, on peut aller à 60 mètres, voire plus. C'est pas, voilà. Donc, pour gagner un peu de temps, l'amorce pour la grande canne est déjà prête. Là, on va préparer l'amorce pour l'anglaise, avec une particularité, c'est comme apparemment il y a des tanges dans le plan d'eau, on va y ajouter un principe actif qui intéresse les tanges, c'est le goudron de Norvège. Bon, ça, alors, il ne faut pas croire pour autant que l'amorce, il y a des recettes miracles, que s'il va, c'est pas vraiment le cas. Par contre, il y a certains ingrédients, certains composants qui sont susceptibles d'intéresser le poisson. On a vu tout à l'heure avec certains d'entre vous la coriandre. La coriandre, c'est un composant qui a deux aspects intéressants. Un, c'est très léger, la coriandre moulue. Donc c'est ça. C'est une graine très aromatique. Une fois moulue, ça flotte. Donc quand vous l'incorporez à l'amorce, ça fait travailler l'amorce, c'est-à-dire que ces particules, elles ont tendance à remonter. Donc elles contribuent à créer autour de l'amorce que vous en lancez au fond un halo, et en même temps qu'elles remontent, ces particules, elles vont remonter d'autres particules d'amorce qui vont créer autour de votre amorçage un halo attractif. Ensuite, le coriandre, eh bien, c'est très parfumé, il y a beaucoup d'huile essentielle là-dedans. Et cette huile essentielle, elle a tendance à bien apprécier, c'est apprécié, c'est un principe qui est apprécié par les gardons en particulier, mais un peu tous les poissons. Alors si on voulait vraiment spécifiquement chercher le gardon, il serait plus intéressant de rendre l'huile essentielle encore plus efficace, et pour ça, de faire une décoction, pour sortir l'huile essentielle de la graine. Pour ça, la veille de votre partie de pêche, vous prenez un bocal à conserve d'1 litre, vous mettez à peu près cette quantité, il ne faut pas lésiner, hein, cette quantité de coriandre moulue, c'est-à-dire 250-300 grammes. Vous mettez dans le bocal, vous mettez de l'eau bouillante, vous touillez, vous fermez le bocal. Et le lendemain, vous mouillez votre amorce avec ça. Et l'huile essentielle est sortie, elle va se mêler à vos particules d'amorce. Donc ça, c'est des petits détails, moi que j'ai utilisé largement en fait à l'époque. Et c'est quand même relativement efficace. On peut pour le gardon aussi faire la même chose avec du chènevis moulu, faire une décoction aussi de chènevis moulu, et ça aussi c'est les amandes de chènevis, vous savez l'intérieur de la graine de chènevis, ça fait une amande blanche, très tendre quand elle est cuite, qui est très prisée du gardon, mais des autres poissons aussi d'ailleurs, en particulier les barbeaux, adorent ça, quand vous pêchez en rivière. Bon alors là pour la tanche, ici, bon c'est une eau relativement, on va appeler morte, hein, elle n'est pas morte l'eau, mais c'est calme, il y a très peu de mouvement d'eau. Donc on va utiliser une amorce qui est peu collante. Donc une 3000 étangs, ça va très bien. Donc on va mettre 2 paquets de 3000 étangs. On en aura largement hein, dans ce type de parcours. Il n'est pas utile d'utiliser des très grosses quantités d'amorce. Il faut veiller à bien la distribuer avec précision et ajouter les èches nécessaires. Des rivières comme le Rhône ou la Saône, ou genre comme ça, c'est plus du tout la même sauce. C'est-à-dire que là, vous voyez, je mouille
on va mouiller pour une pêche à l'anglaise où on est censé certainement rappeler, c'est-à-dire renvoyer de l'amorce pendant la partie de pêche, avec une fréquence assez soutenue. C'est possible, on ne sait pas, on va regarder comment ça évolue. Il ne faut jamais avoir d'a priori, il faut toujours se mouler dans les conditions de pêche, quel que soit le type de pêche. La pêche au coup aussi, ça ne fait pas exception, on ne pêche pas comme des robots, c'est pas bon. Donc, on prévoit assez, si on utilise moins, c'est pas un souci, quoi. Par contre, je vous citais certains fleuves là, moi j'ai vu en compète utiliser au départ ça dans le seau d'amorce, au départ, des boules comme ça. Bon, mais enfin, il y a un courant tel qu'on pêche avec des lignes qui peuvent être avec une plombée de 10 grammes, vous voyez, donc c'est vraiment... Voilà, puis 5 mètres d'eau, hein, genre comme ça. Et puis après, pendant la compète, 2 seaux. Compète de 5 heures, 2 seaux qu'il faut lancer, toutes les coulées à une boule, en même temps qu'on pêche. Mais on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Là, vous avez une eau qui stagne, vous avez des profondeurs relativement faibles, avec 2 mètres et quelques, 1,50 m à 2,50 m, 3 mètres, on va dire, dans les temps. Hein. Donc c'est relativement modeste. Tout ce que vous mettez, ça reste sur place. Les poissons, ils ont tout leur temps pour bouffer. Quand vous êtes sur un fleuve, avec 5 mètres d'eau et du courant qui lave, bon déjà l'amorce, elle ne reste pas en place longtemps, quoique ça ne va pas comme ça. Mais déjà, il y a une biomasse énorme, en poisson en particulier. Il peut arriver un banc de brème ou de barbeau ou de chevenne ou quoi, ou caisse ou de carpe. C'est des aspirateurs, hein. Vous mettez 3 seaux d'amorce comme ça, 1 heure après il n'y a plus rien. Hein. Ça bouffe hein, le poisson, pas croire. Hein. Donc on n'est plus dans les mêmes conditions. Tout ça pour vous donner une idée un peu de la relativité concernant l'amorçage. Donc là, on a mis 3000 étangs. C'est une amorce qui va gonfler relativement, qui va coller peu, qui a une couleur ocre clair. On va y ajouter de l'épicéine. Ça, c'est une sorte de biscuit, ça va sucrer l'amorce. Ça va à peine foncer la couleur, mais c'est pas gênant. Le coriandre, je vous en ai parlé. Attractivité et agent mécanique aussi, parce que ça fait remonter les particules, créer un halo autour de l'amorce. Alors, on va commencer. Alors, l'agent actif pour les tanches, c'est le goudron de Norvège. Alors ça, certains vont taxer ça de poudre de perlimpinpin. Moi, je peux vous garantir que c'est efficace. Alors, est-ce que ça va l'être aujourd'hui? C'est de la pêche. C'est pas une science exacte. Il y a un élément qu'on maîtrise surtout pas, c'est le poisson qui décide, lui. Mais moi, je peux vous garantir que c'est efficace pour la tanche, le goudron de Norvège. Alors, par contre, il faut le préparer parce que si certains d'entre vous sont chasseurs, ils connaissent ça pour l'avoir barbouillé sur les arbres pour les sangliers. Oui, oui. D'accord. Donc vous voyez ce que c'est visqueux, c'est épais. Alors, moi j'ai fait une émulsion. Alors comment j'ai fait? J'ai ça en petit pot, moi. Alors, quelle que soit la présentation que vous ayez, vous le mettez à réchauffer, éventuellement au bain-marie. Hein, qui monte à une température d'au moins 50 degrés. Et là, il devient beaucoup plus fluide. Alors, moi j'utilise depuis toujours de l'Aromix. Ça aussi, c'est un additif pour les amorces, un additif liquide. C'est un genre de sirop. C'est base sucre et c'est aromatisé. Donc j'ai pris caramel, la tanche aime bien ce qui est sucré. Donc là, il me restait un demi-bidon. Il faut éventuellement en enlever la moitié. J'ai rajouté de l'eau, pour pas que ça soit trop sirupeux, et de l'eau chaude tant qu'à faire. Et j'ai mis une poignée de gravier. Faut les mélanger. Voilà, vous avez tout compris. Alors les graviers, pour faire du gravier, j'ai 2 tamis, bon je sais pas où ils sont les tamis. On va dire maille de 6, maille de 8. Et je pense qu'il reste entre les deux. Donc c'est du gravier pas trop gros. On pourra le voir quand il va sortir de la bouteille, le gravier. Donc j'en ai mis la valeur de 2 bonnes cuillères à soupe pour pouvoir faire shaker, quoi, hein, on va dire. Et mon goudron de Norvège,
rendu moins visqueux par le réchauffement, je l'ai versé dans le bidon, j'ai fermé la bouteille et vous entendez le gravier. Alors là, ce qu'on va faire, on va commencer, on va pas mettre directement ça parce que ça c'est quand même visqueux. Un coup de mélange à sec là déjà. Arrête, c'est du luxe. Alors, quand vous mouillez votre amorce, Jérôme il s'en va, il ne va pas écouter. Il va prendre un coup de bâton. Il va prendre un coup de bâton par les oreilles. Une amorce, là la 3000 étangs par exemple, la quantité d'eau nécessaire est indiquée sur le paquet. Alors, il y a un truc important au niveau du mouillage de l'amorce. Si vous mouillez insuffisamment, les particules d'amorce ne se saturent pas en eau. Donc votre amorce elle ne colle pas suffisamment et si vous l'achetez à l'eau, ça va se disperser et ça va flotter. D'accord ? Puisqu'il y a beaucoup d'échappelures, des choses comme ça. Si vous mettez trop d'eau, vous allez la tuer votre amorce. Ça va être une soupe, ça va coller. Alors je rentre pas tout de suite dans les détails, il y a des fois il faut savoir sous-mouiller ou surmouiller. Voilà, ça après on pourra en parler si vous voulez vous me reposerez des questions là-dessus. Là, on va démarrer le mouillage. Donc la 3000 étangs, pour bien faire, comme j'ai mis de la coriandre, qui a tendance à beaucoup absorber d'eau, il faut dire qu'il faut quasiment 1 litre d'eau par kilo d'amorce, cette amorce-là. Ouais, ça boit beaucoup. Donc là, je vais mettre 1 litre, puisqu'il y a 2 kilos, donc je vais sous-mouiller. Là, j'ai à peu près 1 litre qu'on va rajouter. La classe. Donc vous voyez que ça fait sirop. Hein. Comme les cailloux ont dû rester au fond. On les entend mieux, hein, ils sont moins collés. Les bonbons ont moins collé au papier. Là. Vous les voyez, les petits cailloux? Ils sont beaux, hein? Allez! Vous sentez l'odeur? Les sangliers qui l'ont déboulé. On va chercher la broche. Ah, ça sent la Obélix. Ah, dis donc, c'est ça. On va enlever. Elle est belle. Ça colle bien la main. L'amorce, hein? Une plombée principale, groupée, mais pas trop brutale, c'est-à-dire éviter l'olivette. Ça, l'olivette, ça peut être une arme très efficace, mais ça demande une maîtrise. Il faut déjà avoir une maîtrise supérieure pour l'utiliser. Ensuite, on assouplit en allant vers l'èche, en allant vers le bas de ligne. 2 plombs. Le premier plomb au-dessus du bas de ligne, raccord boucle dans boucle, tout simplement. Un plomb qu'on appelle le plomb de touche. Très important, très important. Vous voyez la touche quand ce plomb est déplacé. Si ce plomb n'est pas déplacé, vous ne pouvez rien voir, d'accord? La ligne, c'est un équilibre. La plombée équilibre le flotteur. Seul un morceau de l'antenne dépasse de l'eau. Sinon, c'est pas assez sensible, c'est-à-dire que ça s'appelle une ligne à klaxon. C'est ce qu'on fait, nous. Ligne à klaxon, c'est une partie du corps du flotteur sort de l'eau. Alors, quand le poisson est mort, ça fait tut-tut-tut. Il faut vraiment qu'il soit... Ça, c'est les truites dans les pêcheries, là, dans les piscicultures. Là, vous pouvez mettre une ligne à klaxon, il n'y a pas de problème. Un bout de mou, un bout de l'hameçon, d'un hameçon de 2, du câble à vélo au bout. Ça le fait. Mais voilà, là, après, ça marche plus sur le gardon.
Donc voilà. Donc le plan de touche, très important, sa taille est primordiale. C'est-à-dire plus le flotteur porte beaucoup de plomb, plus il faut que sa taille soit importante pour que quand il bouge, ça puisse rompre suffisamment l'équilibre pour que ça soit visible au niveau du flotteur. Ouais. Imaginez par exemple un petit plomb comme ça. Si là j'avais une plombée de 2 grammes, même si je bouge ça, ça ne va jamais se voir au niveau du flotteur. D'accord? Si j'ai un flotteur qui tient 2 grammes, il me faut un plomb de 4. Que ce plomb de touche soit proportionné aussi à l'hameçon et à l'èche qu'on utilise. C'est-à-dire que si vous utilisez comme èche un verre de vase, vous voyez ce que c'est un verre de vase, ou un pinky, on va dire, vous allez utiliser un hameçon relativement petit, et c'est une èche qui pèse très peu. Donc, le plomb de touche doit être plus petit, plus léger. Par contre, si vous utilisez un terreau ou un grain de maïs, là, il faut un plomb de touche qui corresponde par rapport à la taille de l'èche, qui soit plus lourd. Il faut avoir cette homogénéité, cette harmonie dans le montage en fonction du poids de la ligne, c'est-à-dire de la portance du flotteur, et de la dimension de l'èche. Parce que beaucoup de poissons, en particulier les plus jolis, les beaux gardons, les brèmes, les tanches, elles se prennent, ça c'est les poissons qui sont sur le fond. Donc on va sonder. Alors pour sonder, on met une sonde. Alors la plupart du temps, vous utilisez des grenouillères, des sondes qui se pincent. Seulement les sondes qui se pincent, elles ne sont pas très denses. Parce qu'il y a plein de vide. D'accord? Vous voyez ce que c'est? C'est un genre de machin de... Je vous recommande d'utiliser plutôt une sonde pyramidale comme celle-ci. Beaucoup plus dense. Elle est pleine. Voilà, d'accord? C'est facile à comprendre. Et ensuite, alors, ce que j'ajouterai, c'est que en pêche au cou, vous pouvez utiliser une canne façon télescopique ou pas, mais avec du fil, longueur de fil appropriée à la canne, où vous levez la canne, vous attrapez l'hameçon. Mais quand on veut pêcher au cou de façon plus précise, plus performante bien souvent, et plus loin, on utilise des cannes à emboîtement, c'est-à-dire des cannes qui font entre 9 et 13 mètres ou plus, et on pêche ce qui s'appelle à déboîter. C'est-à-dire que on sonde, on règle la bannière, c'est-à-dire la longueur de fil entre le flotteur et la pointe de la canne, à moins d'1 mètre, et on pêche à la plondution. Ça fait qu'on est hyper précis. Et ça permet, on rejoint ce que je vous ai, mon propos de tout à l'heure concernant l'amorçage, la précision de l'amorçage. Toujours au même endroit. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous voyez, je descends à la plondution. Donc je sonde latéralement plus court. Je cherche s'il y a un relief. Apparemment latéralement c'est à peu près régulier. Par contre là, si j'allonge, là ça descend un peu. Oh, c'est pas vraiment une cassure, je pense qu'il y a... Oh, ça descend tout doucement. Ça descend progressivement. Bon, on est pas mal. Je vais enlever un petit peu de fond pour... Ce qui est bien, c'est de repérer sur la canne la profondeur. D'accord. Donc je l'ai fait sur celle-là. D'accord. Sur ce kit, je l'ai fait, vous voyez, il y a une trace blanche avec le marqueur. D'accord. Voilà. Bon, maintenant on va passer. C'est cool, hein. On va passer à l'amorçage. Voilà, alors là je vais amorcer, vous voyez, le talon de la canne est un peu en retrait. Là, assis, en position de pêche, je vais prendre en face le repère de direction.
pour quand je vais être en action tout à l'heure, savoir exactement où j'ai mis la mort. Alors, joignant le geste à la parole. Je vous disais tout à l'heure, ajouter les gestes. Loupé. Putain, tu pointes ou tu tires? On s'en doute. Un bib. Et voilà.